et qu'on sait qu'on veut devenir fiscaliste, faire un master 1 en droit fiscal, c'est juste génial. Nous, on n'avait pas cette possibilité à Assas, donc on devait choisir le parcours droit des affaires, qui est aussi très très bien et qui, je pense, aujourd'hui représente la grande majeure partie des études qui sont suivies par les professionnels. Après cela, je suis rentré en école de commerce. Je suis allé plus précisément à Schema Business School, où j'ai suivi un master spécialisé en gestion fiscale de l'entreprise. Alors, le premier sujet. Aujourd'hui, il y a, on va dire, un peu plus de compétitivité. Pourquoi j'ai fait une école de commerce? C'était, on va dire, peut-être pour avoir un profil qui soit école de commerce, université. Je trouve que le parcours 100% université est très bien. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, notamment sur les nouveaux entrants dans le marché du travail, quoi, je ne vais pas dire les petits jeunes parce que je m'estime aussi être un petit jeune aussi, hein, on va se partager cette qualification, mais on voit que les profils ont vraiment des profils très variés, c'est-à-dire que comme base, on a des profils juridiques, mais ils sont très nombreux aujourd'hui à faire une année en école de commerce, notamment bon, le triptyque HEC, SEG, blablabla, bon, à faire une année en école de commerce, mais également à suivre des LLM à l'étranger. C'est fou aujourd'hui le nombre d'étudiants qu'on reçoit qui font des biparcours, des triparcours. Qu'est-ce que j'appelle un biparcours? C'est vraiment avoir ce profil école de commerce, une fac de droit, et aussi aller à l'étranger qui va démontrer à des cabinets d'avocats que vous maîtrisez l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet. Bon, je sais que je dévie un petit peu, mais j'en avais parlé. Aujourd'hui, quand on veut se lancer en tant que fiscaliste, et plus précisément fiscaliste prix de transfert, je vais vous expliquer ce que c'est, bien sûr, mais la maîtrise des langues, c'est un impératif. Et la chose que je souhaite vous dire, c'est que faut pas que vous vous disiez là tout de suite, ah merde, je suis en master 1, en master 2, bref, peu importe le niveau, et je suis pas encore au niveau que je souhaiterais en anglais, c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment on réussit à maîtriser l'anglais et qui plus est l'anglais professionnel assez rapidement. Moi, pour voilà, aujourd'hui, je travaille depuis Londres, hein, on travaille à 100% en anglais, mais avant ça, il y a vraiment eu un cheminement parce que voilà, à un certain niveau, je peux dire qu'en Master 1, j'avais un niveau qui n'était pas top top, quoi. Mais ça vient avec une organisation. Donc là, bon, je sais que je pars dans tous les sens, mais bon, je vous ai prévenu, hein, si si vous avez des questions, il faut intervenir. Mais ça va être comme ça tout au long de la présentation, hein, je vais partir de A à B, enfin, vous verrez. Donc, pour revenir, voilà, je vous ai expliqué mes études, je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, les profils, on a beaucoup de profils qui font des écoles de commerce ou des LLM, euh, et c'est vraiment avantageux parce que ces profils-là, ils viennent avec des connaissances pluridisciplinaires. Quand on a des étudiants qui sont passés par HEC, je sais qu'ils font des masters spécialisés, là, ces fameux MS, je crois que c'est management, droit et management, toutes ces écoles de commerce qui proposent ce type de formation, c'est vraiment un grand pas en plus dans l'univers des cabinets d'avocats et des cabinets de conseil en droit fiscal. Donc, un autre sujet que je vais aborder, c'est est-ce que je dois avoir le CRFPA? Est-ce que je dois être avocat pour voilà, pratiquer le droit fiscal international? Alors, je dirais que c'est un plus indéniable, mais il faut savoir que dans d'autres pays européens, tels que Londres, ou même plus précisément Londres, mais l'Italie, l'Allemagne, ce n'est pas du tout un prérequis obligatoire. Moi, par exemple, je n'ai pas le CRFPA, quoi. C'est-à-dire que je ne pratique pas en tant qu'avocat, et pourtant, voilà, on a notre place dans ce milieu-là. Mais avant de poursuivre voilà, est-ce que, voilà, cette question qui est de savoir est-ce que je peux pratiquer en étant avocat, il faut savoir que la fiscalité internationale, elle est très diverse. C'est vraiment très varié. Il faut savoir que ce que vous voyez aujourd'hui
à l'université. Je ne compte pas vraiment le master. Franchement, c'est rien du tout. C'est vraiment une introduction très, 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 on va pas dire légère, mais c'est une petite introduction. Donc, c'est une petite immersion dans le monde des cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil. La fiscalité internationale, qu'est-ce que c'est? C'est la TVA. La TVA aujourd'hui, c'est l'impôt qui rapporte le plus d'argent en France. Et c'est même l'une des spécialités en fiscalité internationale qui recrute le plus à l'étranger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous êtes formé en droit fiscal en France, en droit des affaires, et que vous voulez faire de la TVA, les portes du monde sont ouvertes. Vous pouvez pratiquer depuis New York, comme depuis Singapour, comme depuis n'importe quel autre pays, puisque c'est un impôt qui est uniforme. Donc ça, c'est l'un des avantages de la fiscalité internationale, c'est qu'on peut être très mobile dans le sens où le corps de règles, il est similaire dans quasiment tous les pays. La grande majeure partie des règles est similaire. Il y a bien sûr des petites spécificités locales, mais la TVA, les prix de transfert dans cette spécialité dans laquelle j'exerce, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé en faculté. Je vais me permettre d'essayer de vous introduire ce que c'est très rapidement, vraiment juste pour que vous ayez une petite image. Alors, qu'est-ce que sont les prix de transfert? Les prix de transfert sont des régulations qui sont entrées en vigueur il y a à peu près 20 ans, à peu près. Il faut savoir que comparé au reste du droit, c'est quelque chose qui est très, très récent. Là, on parle d'un droit qui a 20 ans. Alors, il est principalement régi par l'OCDE, qui donne des règles qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont majoritairement suivies par la grande majeure partie des pays. Alors, qu'est-ce que les prix de transfert? Les prix de transfert ne s'appliquent qu'au groupe de sociétés. On va prendre un exemple pour avoir une image. Prenons l'exemple du groupe Renault. Donc là, l'exemple que je vais vous donner, c'est totalement fictif. Renault est implanté dans la majeure partie des pays du monde. Imaginons que Renault décide de s'implanter aux Émirats arabes unis et plus précisément à Dubaï. OK. Donc Renault a une entreprise à Dubaï, a des sociétés dans tous les autres pays du monde, et Renault décide de produire ses voitures à Dubaï. Et mettons cette hypothèse-là. Que va ensuite faire Renault qui est implanté à Dubaï? Cette entreprise-là, cette société-là, va décider de vendre, par exemple, on est encore sur du fictif, mais de vendre ces voitures produites à Dubaï à des particuliers, vous et moi, en France. Alors, l'OCDE émet un principe en disant que on appelle ce principe un principe de non-concurrence. C'est-à-dire que le fait que vous soyez une société, un groupe de sociétés, vous devez respecter un principe de non-concurrence que je vais vous détailler. C'est-à-dire que le bien que vous allez céder depuis Dubaï à la France, c'est-à-dire depuis Renault Dubaï à Renault France, doit être à un prix de non-concurrence, comme je pourrais le qualifier, c'est-à-dire que, émettons l'hypothèse qu'une Renault, je ne connais même pas les modèles, mais émettons une hypothèse que le juste prix soit 10 000 euros et que vous avez votre société qui vend de Dubaï à la France à un prix, on va dire, à un prix très très élevé, disons 20 000 euros. Ça va poser de très 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 gros problèmes. Puisqu'aujourd'hui, la loi dit que le prix auquel vous allez céder votre bien doit être un prix qui respecte le principe de non-concurrence. Vous ne pouvez pas décider librement de dire, écoutez, moi je suis Renault, je suis à Dubaï, je décide de transférer ces biens-là en France gratuitement parce que vous allez fausser la concurrence. Et tout ce corps de règles-là va avoir un impact sur le montant d'impôt que vous payez. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certains paradis fiscaux, à prendre avec des pincettes, mais certains pays avec des taux d'impôt sur les sociétés qui sont tellement bas qu'aujourd'hui, si en modulant le prix de vos biens, c'est-à-dire en modulant le prix que votre propre société va céder, pardon? Non,
pense qu'il y a eu un petit souci. Mais je disais qu'en modulant ce prix qu'on appelle le prix de transfert là, dans certains cas, vous allez pouvoir faire de l'évasion fiscale sans même vous en rendre compte. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle de fiscaliste international, c'est d'accompagner les sociétés pour qu'elles soient totalement en règle avec ces règles de prix de transfert. Et aujourd'hui, c'est dans le cœur de l'actualité. On a tous entendu parler de Starbucks, de McDonald's qui allaient s'exiler en Irlande, qui par des montages extravagants réussissaient à payer moins d'impôts. Donc, il faut savoir que notre rôle, c'est effectivement d'accompagner ces groupes de sociétés-là afin qu'elles respectent les régulations en place. Donc, je ne veux pas faire des déçus parmi vous qui pensaient qu'on faisait de l'évasion fiscale. Non, pas du tout. L'évasion fiscale, elle est prohibée. Il peut arriver, effectivement, même nous faisons de l'optimisation fiscale, ça, c'est bien vrai, mais on n'est pas dans des montages frauduleux du tout. Donc là, c'était vraiment une petite parenthèse. Je sais très bien que vous aurez des questions. Le problème, je ne connais pas, moi, enfin, à quel niveau, enfin, le niveau de mes interlocuteurs. Donc, que vous soyez en L1, L2, L3, voilà. Je modulerai l'explication par la suite. Mais j'en reviens du coup à cette question que j'avais posée, qui était de savoir, est-ce que je peux être fiscaliste sans avoir le barreau? Bien évidemment. Donc ça, c'est une réponse claire. Et la chose étant que le domaine de la fiscalité, c'est un domaine qui est énorme, énorme, énorme. Aujourd'hui, on a tendance, nous qui travaillons en droit fiscal international, à se limiter à certaines, voilà, vraiment à des spécialités. On a des gens qui vont faire de la TVA, il y en a plus qui vont faire de l'étude de convention fiscale, il y en a d'autres personnes qui vont plus faire de l'impôt sur les revenus dans un contexte international, on a d'autres personnes qui vont faire des successions à l'international, parce qu'on a aussi cet élément de l'impôt à prendre en compte. Il y a des personnes comme moi, on va faire des prix de transfert, c'est-à-dire qu'on va accompagner des entreprises dans la sélection. Enfin, pour faire tout simple, on peut assimiler en fait mon travail de fiscaliste prix de transfert au jeu. On a connu ce jeu, c'était, je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'était, je pense que c'était le juste prix. Voilà, donc c'est vraiment similaire, je vais vous expliquer pourquoi. On a une entreprise qui va venir nous voir et qui va nous dire, bah, moi, mon produit, c'est ce truc-là, donc c'est un tube de vitamine C. Je suis installé en France, mais j'ai des sociétés partout dans le monde, en Inde. À combien est-ce que je peux vendre ce tube de vitamine C à ma société que j'ai au Kenya? Et nous, on va effectuer des analyses économiques, des analyses juridiques, des analyses fiscales. Il faut savoir que le métier de fiscaliste prix transfert, il est très varié. On fait des analyses économiques pour dire au final, bah, écoutez, si vous voulez vendre ce tube de vitamine C à votre filiale qui est au Brésil, 1 €, c'est le juste prix. Par contre, si vous décidez de le vendre à 50 centimes, vous allez potentiellement être redressé par l'administration fiscale car vous avez vendu à un prix qui était en dessous de sa valeur. Par contre, si vous le vendez à un prix qui est plus cher, c'est-à-dire disons 2 €, là aussi vous allez risquer un contrôle fiscal parce que vous l'avez survendu. Et pour vous donner un exemple, ça va être problématique quand vous allez faire du business avec des sociétés où il y a un impôt sur les sociétés qui est inexistant, voire nul. Pourquoi? Parce en survendant à ces sociétés qui sont localisées dans ces pays avec une faible fiscalité, en fait, vous allez transférer vos profits dans des pays où il y a peu de fiscalité et vous allez pouvoir laisser toutes vos charges dans un pays où il y en a moins. Bon, sans rentrer, bien sûr, dans... Ah, je vois des questions, l'île Caïman. Moi, je veux pas entendre parler de ces pays-là. Non, mais moi, la technologie, l'île Caïman, très intéressant pour les entreprises, mais effectivement, les îles Caïman, ça fait partie des juridictions avec une fiscalité qui est tellement faible et qui attire beaucoup, qui attirait, parce que je pense quand même que ça va changer.
ça va changer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on le voit dans l'actualité, hein, vous avez vu que la France avait voulu taxer ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, toutes ces sociétés-là, et que même à l'époque, Trump avait répondu en imposant immédiatement toutes les denrées de luxe françaises. Donc le vin et le fromage étaient le plus cher à New York, enfin aux États-Unis, qu'en France même, ou même dans tout autre pays. Les États-Unis, c'était le pays le plus cher pour. Bon, c'est de la politique. Mais donc, bon, j'ai un débit assez. Il faut que je vous explique petit à petit. Donc, effectivement, bon, très intéressant à voir. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Pour revenir à ce métier de fiscaliste, et je dirais même pourquoi être intéressé par ce métier de fiscaliste. Parce qu'il y en a beaucoup, moi je me souviens quand j'étais à l'université, qui me disaient « Ah mais non, c'est trop de mathématiques ». Bon déjà, ça c'est faux. Il y en a un petit peu, où il y en a, on me disait « Mais tu sais, moi, j'aime pas les chiffres ». Honnêtement, si vous n'aimez pas les chiffres, c'est compliqué. Parce que nous, on est tous les jours derrière les chiffres, c'est notre métier. Donc, par contre, à la différence, par exemple, de l'avocat en droit pénal, le fiscaliste ne va pas si souvent que ça aux tribunaux. Je me souviens d'un maître de stage qui avait été au tribunal une fois dans sa carrière. Nous, on a vraiment des discussions, on va dire qu'on est en discussion constante avec l'administration fiscale. Donc, notre interlocuteur privilégié, c'est l'administration fiscale, et peu importe le pays. Hein, parfois, on a une société, par exemple en France, et on va pouvoir être en contact avec l'administration fiscale américaine. Bon, dans ce cas-là, c'est... on va rester sur le métier de fiscaliste et non pas sur je dirais la bagarre franco-américaine sur qui a le droit de taxer. Hein. C'est vraiment, on est sur une bagarre politique sur le droit de taxer tout simplement. Hein. Il y a des profits énormes, énormes. Donc, oui, bon point, Malek. Donc là, je ne sais pas depuis combien de temps je présente, à peu près 20 minutes. Quel point je pourrais vous aborder également? Moi, je pense que le métier de fiscaliste international, c'est un métier d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches de profils. C'est-à-dire que les sociétés sont très demandeuses de profils de fiscalistes international et énormément à l'étranger. Moi, pour parler un peu de mon expérience personnelle, j'ai travaillé, bon, j'ai fait 2 ans de stage en France. Ensuite, j'ai travaillé pendant moins de 2 ans chez EY à Paris. Et immédiatement, j'ai eu l'opportunité, alors que je qualifierais que voilà, je suis pas à ce moment-là, j'étais un profil qu'on pourrait qualifier de junior ou même de début de senior, c'est-à-dire que pas avec non plus beaucoup d'expérience, puisque j'étais avec 2 ans de stage, 2 ans en CDI. Et je me souviens qu'à l'époque, je recevais très régulièrement des demandes pour aller exercer à l'étranger. Après, voilà, c'est un des avantages, je dirais, à être dans ce milieu-là, c'est que la législation, elle est similaire. Donc aujourd'hui, vous prenez la décision d'aller travailler depuis le Japon. Effectivement, si vous avez une connaissance de la langue japonaise, ce sera un plus, mais il n'y a rien qui pourra vous empêcher de pratiquer depuis n'importe quelle juridiction. Hein. Depuis la Chine, depuis Dubaï, depuis les États-Unis. J'avoue que c'est un métier que qu'on aime voyager, et je sais combien c'est difficile dans cette période-là, c'est quelque chose de vraiment possible. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui pratiquent dans la fiscalité internationale et qui sont amenés à travailler depuis les 4 coins du monde grâce à ce métier. Euh, alors, un autre point aussi, je pense que vous, ça doit être quelque chose peut-être ça, qui vous intéresse, mais en termes de... Alors, j'ai une question peut-être avant. Justement, par rapport au stage, quelles sont les possibilités d'en faire et les qualités requises?
Donc, en termes de stage, il y a énormément de sociétés, de cabinets d'avocats et d'entreprises qui recherchent des stagiaires en fiscalité internationale et prix de transfert, notamment ce qu'on appelle les Big Four. Les Big Four, EY, Deloitte, PwC, qui sont les principaux recruteurs en fiscalité internationale. Ce sont aujourd'hui les principaux recruteurs parce qu'ils ont, il faut le dire clairement, ils ont en clientèle les principaux groupes mondiaux français. Total, LVMH, BNP Paribas. Donc aujourd'hui, ce sont les principaux recruteurs. Donc, comme je l'expliquais juste avant, Anna Maria, en termes de demande, il y a une forte demande. Ça, c'est certain. Que ce soit de la part de cabinets d'avocats, d'entreprises également. Et les qualités requises, je dirais que en termes de niveau, je dirais de diplôme déjà, il faut être au niveau Master 2, minimum. Donc, que ce soit un stage dans le cadre d'un Master 2, que ce soit un stage dans le cadre de l'EFB, que ce soit, peu importe, il y a une forte demande. Les qualités, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de découvrir quelque chose de nouveau. Faut être très curieux. Moi, ce qui m'intéressait dans ce métier-là, et pourquoi je l'ai fait, je me suis dit, bah, je vais pouvoir travailler dans un métier qui va me permettre de savoir quelles sont les lois, les régulations dans tous les pays du monde. De dire que voilà, les prix de transfert aux États-Unis, bah, c'est comme ça, il y a telle spécificité là. C'était mes semaines, par exemple, on va travailler. Une semaine, on va être en contact avec des Russes. Le jour d'après, on va être avec le Sénégal. Et c'est vraiment en contact direct, immédiat, tous les jours, vous êtes avec des sociétés qui sont partout dans le monde et où vous allez aborder n'importe quel sujet. Et il faudra que je vous donne, par exemple, des exemples de ce que je fais au quotidien. On a, par exemple, ça, bien sûr, on va y venir, mais être très curieux et surtout, s'il vous plaît, les langues. Les langues. Je le dirai tout le temps, mais et le problème, c'est que je trouve que l'enseignement de l'anglais, on va parler de l'anglais, à l'université en tout cas, est assez faible. Je trouve que pour être venu, moi je me souviens quand j'étais en licence, je suis rentré en L1, quand je suis sorti en L3, mon niveau d'anglais était pire que celui que j'avais au bac. C'est grave. Le niveau que j'avais au bac était plus élevé que le niveau que j'ai eu, que j'avais en tout cas en L3. Et c'est vrai qu'avec quelques petites voilà, conseils que je peux vous donner plus tard quand on échangera, mais il faut que vous maîtrisiez les langues. Vous savez qu'aujourd'hui, là je ne parle pas uniquement du droit fiscal, mais un juriste, il y a 40% des postes des juristes, et quand j'emploie le terme de juriste, j'inclus les avocats dedans, donc il y a 40% des postes qui nécessitent la maîtrise de l'anglais. Après, à quelle mesure je ne sais pas, mais qui nécessite que vous lisiez un contrat en anglais, que vous envoyez un email en anglais, que vous ayez une conversation en anglais. Euh, Malheureusement, moi j'ai des amis qui sont monstrueux. Non, je vois vivre Google Traduction, là ça va pas, là. Firat, là, tu cherches un stage, je ne prends pas. Mais oui, Google Traduction, on va dire c'est l'étape 1. Étape 2, on corrige Google Traduction parce qu'il y a pas mal de fautes. Faut être... Mais comme je le disais tout à l'heure, en Master 1, je n'avais pas un niveau qui faisait rêver. C'est notamment les stages qui m'ont permis, puisque quand vous êtes en stage, vous êtes immergé. Et quand vous avez un partenaire qui va vous donner des contrats et que vous allez lire et lire et lire en anglais et lire, bah, ça va rentrer. Et en moins d'une année, franchement, vous allez pouvoir. Après, je ne connais pas, moi, vos buts, vos objectifs. Moi, en tout cas, mon objectif, c'était de pouvoir exercer depuis l'étranger. Je ne suis pas en train de dire que les impôts en France sont trop élevés, mais bon, il y a eu un certain nombre de facteurs où je me suis dit, là, il faut partir. Et c'est vrai que voilà, choisir la fiscalité internationale, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais maîtriser les langues, ça reste quand même la base. Et surtout quand on en maîtrise plusieurs, alors là, je peux vous garantir que les recruteurs vont se jeter sur vous. Et surtout s'il s'agit de langues rares, style japonais, chinois, où on ne connaît pas tout le marché, mais la base, l'anglais, le français, c'est top. Et il y a des plus.
Donc là, je vois une question. Vous avez fait vos stages après le M2 ou vous avez fait une année de césure? Il faut savoir que moi, je fais partie des, je ne veux pas dire des mauvais élèves, mais je n'ai jamais fait de stage avant le M2. J'avais trop d'amour pour mes vacances. J'avais trop d'amour pour le soleil et pour le repos. Après, enfin, l'année était trop rude pour rentrer. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que si je refaisais mes études, je ferais un stage le plus vite possible. Mais j'ai commencé mon premier stage, je l'ai fait chez PwC en alternance quand j'étais en Master 2. Et bon, je vais être honnête avec vous, c'est que c'est c'est de la recherche, quoi. Hein. Quand on cherche un stage et qu'on... C'est malheureusement le souci que j'entends de nombreux étudiants. Hein. Ah, mais moi, je cherche un stage, mais on ne me donne pas ma chance. Quand j'arrive en stage, on me demande si j'ai déjà fait un stage. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour en avoir bavé quand j'ai recherché au M2, euh, je dirais que, voilà, avec le recul, j'en ferai un, même d'un mois, même un stage découvert de 2 semaines, peu importe, mais juste de quoi avoir quelque chose sur mon CV. Il faut dire aussi que quand on reçoit des étudiants en M2, ils ne sont pas très aguerris aux entretiens. Et donc, il est très facile de voir quand vous avez quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire que euh, les faux CV, les fausses expériences, voilà, ça, c'est pas des choses à faire. Ils vont le savoir. Et bon, moi, je l'ai dit que je pars un peu dans tous les sens, mais ne faites pas ça parce que j'ai reçu des CV pour avoir participé au recrutement chez EY. Si vous mettez des choses techniques, assurez-vous de pouvoir l'expliciter techniquement parce que eux, ça fait partie de leur stratégie. Quand ils vont lire alors, les rapports franco-chinois sur la notion d'état, bref, un truc ultra technique, ils vont vous pousser dans vos retranchements à un point. Bon, après, c'est tant mieux. Hein, si vous arrivez à l'explication, ce sera synonyme de recrutement, je dirais. Bon, j'avoue que là, je suis parti dans un peu tous les sens. J'ai donné un peu de tout. Je ne sais pas si, bon, là, ça fait une demi-heure, si on préfère pas un format peut-être un peu plus interactif, que j'entende vos questions et que je puisse répondre voilà, y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah du coup, on avait quelques questions qui avaient été posées sur le formulaire par notamment les étudiants qui ne pouvaient pas venir à cet horaire. Du coup, Anna, elle va vous les poser. Et après, si d'autres étudiants qui sont présents ont des questions, vous pouvez lever la main, on vous donnera la parole si vous voulez les poser à l'oral ou si vous voulez les poser dans le chat, et bah, n'hésitez pas non plus. Voilà. Très bien. Du coup, je vais vous poser certaines des questions qui nous ont été transmises. Du coup, les élèves qui n'ont pas pu venir se demandent, selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Alors, excusez-moi, je crois que j'ai fait une. Ok. Donc, parmi les qualités que je dirais comme indispensables, donc vraiment être curieux, parce que notre métier il n'est pas arrêté. Tous les jours, vous allez faire des choses de nouveau, de nouvelles, pardon, que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il faut savoir que le métier de fiscaliste international, et notamment en prix de transfert, c'est un métier où on a beaucoup de financiers, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis les pieds en fac de droit, mais qui ont fait leur parcours uniquement en école de commerce. Et donc, du coup, quand vous vous retrouvez avec voilà, des profils aussi différents que ça, et qu'on vous demande, par exemple, de faire des analyses économiques ou autres, voilà, faut vraiment avoir un esprit curieux, faut pas avoir peur, quoi. Faut foncer. Moi, je fais partie de cet esprit-là, de cette équipe. Vous voulez quelque chose, allez-y. C'est vraiment la curiosité, l'envie, le montrer vraiment que vous avez envie d'apprendre, que vous êtes curieux. Je pense que ça fait partie des qualités primordiales quand on rejoint le métier. Ensuite, parmi les qualités, voilà, faut vraiment. Je sais que parfois on peut rejoindre des cabinets ou des structures où on a un rythme de travail qui est assez important. Je pense qu'en tout cas, dans les premières années de carrière, ou en tout cas au début, il faut vraiment euh, être, comment mettre les mots, mais il ne faut pas avoir peur du travail. Je préfère
c'est un métier où on apprend, mais on apprend uniquement par la pratique. Donc, vous pourrez lire des livres, vous n'apprendrez pas autant que la pratique, que la vie au cabinet de vos aînés. Vos aînés seront là pour vous apprendre le métier. Et aussi, la joie enfin, je dirais, c'est bête, hein, mais des personnes avec un grand sourire, enfin, une joie de vivre, ça fait plaisir quand même de travailler avec des collègues qui sont contents de venir au travail et qui ne vont pas se dire, bah, zut, aujourd'hui, je dois aller au cabinet. Bref, c'est tout un état d'esprit, je dirais. On passe la majeure partie de notre temps ensemble, autant la passer avec des personnes voilà, qui vont mettre un peu d'ambiance, quoi, je dirais, pour avoir ces mots-là. D'accord, merci beaucoup. Une autre des questions, c'était est-ce qu'il faut s'intéresser à l'actualité juridique afin d'être au courant de ce qui se passe en général dans le monde? Alors, pour ce métier-là, l'actualité juridique, le fait de la suivre, c'est un avantage indéniable. Je ne peux pas dire le contraire. L'actualité politique, c'est aussi un avantage. Ce dont je disais, c'est que vous allez toujours trouver dans les journaux, dans l'actualité, parler de telle société qui ne paie pas d'impôts, tel montage, c'est de l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voilà, tous ces grands noms, pardon, Amazon, Facebook, Twitter, ça fait partie de l'actualité. C'est vrai que s'y intéresser, c'est un plus. Et je pense que ce sera peut-être, tout dépend du niveau, mais un petit peu plus simple techniquement, je dirais. Peut-être pas toujours correct au sens juridique. C'est vrai que quand on lit l'actualité du quotidien, on peut vite tomber dans certains écueils, mais c'est un avantage indéniable. De là, par contre, à dire oui, il faut y passer 1 heure par jour, non. Y jeter un coup d'œil le week-end, 10 minutes, 15 minutes, s'abonner sur, je sais pas, vous savez, sur Facebook, il y a des journaux type The Times, ou des journaux, même en anglais, c'est encore mieux, mais The New York Times ou The Economics, s'abonner à tous ces journaux économiques et juridiques, c'est un avantage parce que voilà, je ne connais pas le temps qui est passé par les étudiants sur les réseaux sociaux et j'espère qu'en ces moments, voilà, avec ces approches de partiels et d'examens, qu'ils soient le plus court possible. Mais c'est vrai que quand on veut se connecter parfois et que sans y faire attention, quoi, on va regarder, on va descendre, on va voir certains titres, bah, ça permet de rester au courant de l'actualité sans forcément avoir à lire tout le contenu. Bon, ça fait partie des tips pour les entretiens. C'est, si on ne veut pas passer son temps à lire tous les journaux, bah, au moins un œil dessus. D'accord. On nous a aussi demandé si vous avez eu de bonnes notes en études supérieures, du coup. Ouais, c'est une question. Alors, bonne, je ne sais pas. Oui, enfin, enfin, je ne vais pas dire non, mais je ne sais pas ce qu'est une bonne note. Donc, si vous me dites, oui, voilà, moi, la fiscalité internationale, ça m'intéresse, mais j'ai 11 de moyenne, est-ce que je vais m'en sortir? Ben, si tu me prouves que c'est vraiment ce que tu veux faire et que ce n'est pas du blabla, ben oui, tu vas réussir. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir des bonnes notes, indéniablement, ça va permettre une chose, d'accéder au Master 2, les plus réputés. Je sais par exemple qu'à Sorbonne, il y a ce Master 2 que j'aime beaucoup, hein, et j'ai eu pas mal d'étudiants qui étaient stagiaires dans mon cabinet d'avocat qui venaient du Master 2 Office. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Opération Fiscalité Internationale. Je ne me souviens plus de l'intitulé exact, mais il y a un très bon Master 2 à Sorbonne, et il y en a bien d'ailleurs d'autres, hein, mais c'est vrai qu'avoir des bonnes notes, ça va permettre d'accéder aux meilleures formations et indéniablement, ça a un lien, c'est-à-dire que ça va vous permettre aussi d'avoir un stage dans les meilleurs cabinets d'avocats. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas les notes qui vont avec, premièrement, je vais vous dire, allez, motivation, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, si aujourd'hui, vous vous dites que le droit fiscal, c'est pour moi, il faut foncer.
Vaut mieux avoir un semestre, ne serait-ce qu'un semestre, où on a cartonné, et quand on va voir le directeur de Master 2, ben moi j'aime bien les gens culottés, après c'est mon truc, mais de dire, ben voilà, j'ai fait le taf, j'avais 10 de moyenne, j'avais pas la moyenne, mais aujourd'hui, j'ai fait le travail, et c'est ce que je veux. Donc, euh, effectivement, voilà, faut être honnête en se disant que il faut avoir la meilleure moyenne possible, ça va vous assurer des places dans les meilleures formations. Mais tout est possible. Tout est possible. Je connais des gens qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont pas eu de mention, qui ont eu des notes 10,5, 11, et qui aujourd'hui sont des professionnels du droit fiscal même des très bons professionnels, quoi. Il faut savoir que le monde de l'école et le monde du travail, c'est deux mondes différents. Donc, voilà, accrochez-vous si vous êtes plus dans la tranche basse, c'est-à-dire pas la moyenne, 10, 11, bref, 11, c'est, je sais pas, pour moi, 11, c'est pas trop mal. Mais bon, après. Ou en tout cas, assurez-vous des super notes dans les matières fiscales, parce que ça, c'est pas pardonnable. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'être imaginatif ou créatif pour exercer ce métier, du coup? Totalement, totalement. Franchement, être imaginatif, créatif, c'est ce qui va permettre à des gens, à nous permettre d'apporter des solutions quand, par exemple, on n'a pas forcément. Quand, par exemple, on va vous dire, bah, c'est impossible. C'est pas possible. J'ai analysé la loi, les commentaires administratifs, les décisions de jurisprudence, tout est contre nous. Et quand vous vous retrouvez en justice, bon, je l'ai dit, en fiscalité, on ne va pas souvent en justice devant les tribunaux, avoir des gens qui vont être créatifs, qui vont vous dire, bah, ah ouais, mais là, si on tentait cette approche-là, bah, j'adore. Donc, effectivement, j'encourage moi les gens créatifs à se tourner vers le droit fiscal parce que, croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup à faire. D'accord, merci beaucoup. On nous demandait aussi si vous pourriez nous décrire une journée type dans votre métier. Ok, journée type dans mon métier. Donc, on commençait le boulot, 2 grandes tasses de café, je dirais, parce que là, les journées sont longues. Des journées qui sont très variées. On les passe très souvent en fait avec des collègues qui sont dans différents pays. Dans une journée, moi, je vais parler à un collègue qui est en Italie, un collègue qui est en Espagne, à Malte, aux Pays-Bas. C'est un job international. Donc, vous le passez très souvent, surtout en ce moment avec le confinement, au téléphone, à demander à tout le monde, bon, où est-ce qu'on en est au niveau du client, de nos rapports, de notre boulot. Bon, on est vraiment dans la communication. Et c'est un travail d'équipe. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on va faire seul. On est vraiment avec une équipe, on travaille ensemble, on a des rendez-vous clients, on va tenter d'expliquer voilà, quelles sont ces nouvelles régulations. Je dirais que c'est des journées qui passent tellement vite, c'est incroyable. C'est incroyable. Encore hier, j'avais tous mes cheveux, mais le temps passe tellement vite que voilà, les années passent. Franchement, il y a certains métiers, on l'a tous eu, cette expérience-là. Ce petit job étudiant, on va passer, on est là, mais oh là là, mais ça passe pas. 5 minutes, mais ça passe pas. Et ça rend dingue. Alors que chez nous, dans la profession, on n'a pas ce genre de problématique parce qu'on commence à travailler, on regarde la montre, il est déjà midi. Donc, voilà, je dirais que on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on n'en voit pas le temps passer. Je pense qu'il n'y aurait pas de meilleure phrase pour décrire ma journée. Du coup, en lien avec cette question, on nous a demandé qu'est-ce que vous préfériez dans votre métier? Alors, dans mon métier, je dirais que, comme j'expliquais, c'est qu'on on va avoir un lien avec toutes les législations de tous les pays. Moi, ce que j'adore, c'est découvrir la loi fiscale dans un pays. Par exemple, je sais pas, quand je découvre qu'au Nigeria, ils ont mis ça en place, et là, je commence à faire des liens. Je me dis, bon, ils sont à ce niveau-là, c'est vrai que c'est bien. Et là, 10 minutes plus tard, on va commencer à travailler sur des dossiers, je sais pas, des dossiers chinois. C'est super intéressant parce que on ne travaille pas selon la juridiction dans laquelle vous êtes, on ne travaille pas de la même façon. On a le même corps de règles, mais on ne travaille pas de la même façon. Et être amené à travailler sur des sociétés différentes.
je sais pas, on travaillait, nous par exemple, avec, j'ai travaillé récemment avec une société qui était au Chili. C'est drôle de se dire, voilà, je travaille depuis Londres ou depuis Paris, mais voilà, le dossier sur lequel je suis en train de travailler, c'est du concret. C'est par exemple on appelle des champs d'éoliennes qui sont faits au Chili. Ben moi, je les fais depuis la France. Ou des investissements sur l'automobile, où il y a un achat d'hôtel qui est fait, je veux dire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais il y a un hôtel de luxe qui est acheté en Allemagne, ben, je vais intervenir dessus. Et c'est ça qui est bien, c'est que tous les jours, on vous emmène quelque part. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, il y avait la question des évolutions possibles de votre métier. Alors, concernant les évolutions possibles, déjà, je vais commencer à parler avec les évolutions qui sont internes. Chaque année, vous évoluez. On n'a pas ce n'est pas statique chez nous. Chaque année, vous allez prendre ce qu'on appelle un grade, et une personne, au bout de 5 ans d'expérience, elle va pouvoir prétendre à être manager. Après 10 ans d'expérience, où là, bon, ça, à peu près, oui, en moyenne, c'est 10 ans, vous allez pouvoir prétendre à être le responsable. Il faut savoir que moi, quand j'étais à Paris, mon patron avait 35 ans. 35 ans. Quand on sait qu'on rejoint le cabinet d'avocat, moi j'avais 25 ans, c'est ça, en 10 ans, il est devenu le grand boss et il gérait 80 personnes. Donc c'est pour ça, cette personne-là, c'est le meilleur exemple, puisqu'il n'y a pas de limite. Il a été bon, il a été très bon. Aujourd'hui, c'est le responsable. Voilà, il faut savoir que, voilà, vu que c'est un métier qui est aussi assez nouveau, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, notamment, il y a beaucoup de demandes d'entreprises qui n'ont pas encore en fait internalisé le métier. Donc, la grande majeure, enfin, je dirais que 50% au bout de 5 ans finissent en entreprise. LVMH, BNP Paribas, Allianz, DHL, Nestlé, 50% rejoignent le corps de l'entreprise. Je dirais que 10-15% partent à l'étranger, ce qui était personnellement mon cas. Le reste évolue en interne jusqu'à avoir de très très belles places qui ne feront pas envie, je dirais, d'un point de vue d'activité, c'est tellement intéressant, mais également d'un point de vue financier. C'est l'un des métiers les plus lucratifs du droit. Bon, peut-être que certains, que ça va intéresser, mais oui, effectivement, il faut le dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'exigences. Je vous disais qu'il faut maîtriser les langues. Généralement, c'est apprécié d'avoir fait une école de commerce. C'est apprécié d'avoir fait un LLM à l'étranger. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est apprécié. Mais en échange, voilà, c'est un métier qui est très lucratif. Faut le dire. Donc voilà, je dirais que beaucoup en entreprise, beaucoup à l'étranger. Il y en a aussi qui peuvent changer de métier. Enfin, changer de métier, non. Mais je dirais, il y en a beaucoup comment dire ça, qui se reconvertissent dans. Donc on est toujours dans le droit fiscal, mais peut-être une autre qui voudrait découvrir un autre pan du droit fiscal, par exemple. Je sais que moi je vous parlais de prix de transfert parce que c'est ce que je fais, mais il y en a qui vont se dire bon ben voilà, je fais pas mal de prix de transfert, pourquoi pas découvrir de la TVA, de la fiscalité immobilière, c'est très large, c'est très 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 large. Donc voilà pour ce qui est des perspectives d'évolution. Merci beaucoup du coup pour vos réponses. Je vais laisser du coup les étudiants qui sont présents, s'ils ont des questions, vous pouvez les poser. Je vois un commentaire, c'est dommage, je suis communiste, sinon j'aurais été un bon fiscaliste. Je pense que même en tant que communisme, on a besoin d'un fiscaliste. Et on n'est pas... Firat, Alex Anguin, tu vas rester, on va avoir une conversation après. D'accord? Donc voilà, libre à vous de me poser toutes vos questions en tout cas.
Moi, j'avais une petite question parce que du coup, vous aviez dit plutôt que vous aviez des petits tips pour apprendre des langues. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous les donner. Vu que... Bien sûr, donc avec plaisir. Donc, alors, comme je vous l'ai expliqué, hein, vraiment, après, bon, c'est mon point de vue personnel à moi. J'estime que l'enseignement des langues à la fac est voilà, catastrophique. Après, vous le partagez pas, bref, c'est mon opinion personnelle. Donc, pour pallier à ça, il a fallu que je m'immerge dans un milieu anglais sans le parler. Ou en tout cas, franchement, je me souviens d'un voyage à Londres où je comprenais la moitié de ce qu'on me disait et où j'étais même pas capable de répondre. Donc pour ça, je m'étais instauré une règle, c'est-à-dire qu'une heure par jour, il fallait que je regarde, par exemple, une série, un film, peu importe, mais quelque chose qui soit en anglais, et cela très quotidiennement. Donc déjà, voilà, ça va développer voilà, tout ce qui est l'écoute, mais également, voilà, si vous mettez les sous-titres, c'est une immersion et assez rapidement, avec rien que ça, et déjà se dire, par exemple, si je regarde un film, je le regarde en version originale, c'est-à-dire enfin en VO. Je le regarde en anglais, mais je ne le regarde pas en français, par exemple. Ou même le type, sur tous vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, de liker des pages qui vont partager des contenus en anglais, histoire d'être en fait, j'ai vu les étudiants enfin, aujourd'hui, sont toujours sur le fil, comment on appelle ça, bref, le fil d'actualité à dérouler, à dire, bah, voilà, si je vais dérouler dans mon fil d'actualité, bah, peut-être que je vais avoir des contenus en anglais, je vais y jeter un coup d'œil sans trop faire attention. Et bah, c'est toujours ça, en fait. Aussi, euh, pourquoi pas un peu de lecture en anglais, mais vraiment commencer. Je ne vais pas vous conseiller d'acheter un livre, ça va servir à rien au début en tout cas. Mais pourquoi pas un blog? Je ne sais pas si vous avez des hobbies ou quoi que ce soit, commencer à lire un blog. Je sais que j'avais une amie qui avait installé cette application qui s'appelle Deezer. Excusez-moi, moi je suis... Spotify, pardon. Spotify. Il faut savoir que sur Spotify, il y a des audios, on parle des nouvelles, de tout en anglais, et ça, apparemment, c'est top. Et c'est carrément quelque chose qui est conseillé aux étudiants de Sciences Po. On leur demande, allez sur Spotify, il y a beaucoup de contenu gratuit en anglais. Et honnêtement, il n'y a pas de secret. Si tous les jours, vous avez un rapport, vous êtes connecté avec ça, ça va vous faire progresser très vite. Et je pense qu'ensuite, le truc qui va vous faire exploser, c'est vraiment un stage dans un cabinet d'avocat international, où là, vraiment, vous allez pratiquer. Mais avant ça, passez le TOEIC. Passez le TOEIC. Ne perdez plus de temps. Ceux qui ne l'ont pas, le TOEIC, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. J'estime que en Master 1, début de Master 1, il faut le passer, quoi. Même second semestre de Master 1, il faut le passer. Déjà que ça aide aussi, je pense, pour les Master 2. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question de Émilie qui dit: quand vous dites lucratif, de quelle fourchette parle-t-on? Et fin de carrière. Oh là là. Alors, en France, on va prendre un profil junior, hein, c'est-à-dire pas de l'expérience en stage, mais pas d'expérience préalable. Alors, il y a une différence selon que vous soyez avocat ou pas. Je préfère vous le dire. Les avocats touchent en moyenne 10% de plus à l'embauche. Et sur une fourchette, allez, on va prendre une fourchette nette d'impôt. Hein. Nette d'impôt, c'est-à-dire c'est ce qui reste dans la poche. Je pense qu'on est sur du 2000, je dirais 2007 à 3000 et des brouettes, à peu près net d'impôt, à peu près, bien sûr. Mais aussi, il faut savoir que dans ces structures-là, il y a une révision annuelle du salaire. Si on est très bon, on peut prétendre à entre 10 à 15% d'augmentation annuelle. Donc, autant vous dire que si vous êtes très bon, même bon, très bon, 10-15% chaque année,
je sais que moi, par exemple, je parlais de mon patron actuellement. Bon, il est à Londres, donc ce sera peut-être un salaire un petit peu plus élevé qu'à Paris. Mais je pense il a 35 ans aussi à peu près. Je crois qu'il est à environ 15 000 euros par mois, hors bonus. Voilà. Si on est très mauvais, on peut perdre. Firat, je vais te donner des cours de mathématiques, hein. Si tu es très mauvais, alors soit on te vire, soit il n'y a pas d'augmente, hein, mais on ne peut pas perdre de son salaire. Mais non, la question ne vous dirigez pas sur ce genre de métier pour l'aspect financier. Il y a de l'argent partout. Les métiers du droit sont des métiers que j'estime très porteurs, mais pour répondre à Firat, voilà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une révision qui est annuelle. Après, que ce soit 1% ou 15%, peu importe, ça concerne chaque personne. Mais il n'y a pas dans tous les métiers cette faculté de réviser son salaire annuellement. Posez la question à vos parents, ils vous donneront la réponse. C'est vraiment quelque chose d'assez rare. Donc ça, c'était pour la question du salaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Sinon, on va pouvoir conclure, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous présenter votre métier, parce que c'était très intéressant. Personnellement, j'ai beaucoup appris, parce que je ne m'y connais pas trop dans le domaine de la fiscalité, du coup. Non, c'est avec plaisir. Je sais que c'est peut-être un métier qui n'est, comment dire ça, c'est pas encore du concret vraiment pour vous, parce que mais ça va venir, et c'est un métier qui est très intéressant. Moi, je le recommanderais vraiment à tout le monde. Comment créer des relations à travers l'international? Ça, je vais y répondre, mais c'est un métier que je conseillerais pour plein de raisons, en tout cas. Et notamment le fait, voilà, de voyager, de vivre à l'étranger en qualité d'expatrié, de rencontrer beaucoup de monde. Hein, ce que je vois, la question de Firat, c'est comment créer des relations. Voilà, quand vous allez dans des cabinets de conseil, vous allez rencontrer beaucoup de personnes très, très intéressantes qui font pas forcément le même métier que vous, qui font quelque chose de complètement différent. Et on en apprend tous les jours. Et en tout cas, bon, Anna Maria, je vois, ça t'a donné envie de ce métier, de se remettre aux mathématiques. Pas besoin de se remettre aux mathématiques. Il faut un peu, voilà, de curiosité, ça suffit. On a quand même un métier qui est juridique, mais c'est un métier qui est très, très, très intéressant. Et moi, je vous recommande tous ce métier-là. Si vous avez même des questions un peu plus poussées, n'hésitez pas du tout à me contacter. Je vois fiscalité pour faire du M&A, bah, ça fait partie aussi de ces certaines niches de la fiscalité internationale. Fiscalité M&A, c'est magnifique aussi. C'est vraiment une matière qui est magnifique, qui est similaire en fait à la fiscalité internationale, puisqu'en fait, fiscalité M&A, c'est tout simplement pour chaque achat de société, il va y avoir des problématiques fiscales. Prenons un exemple, je ne sais pas, si demain Renault veut acheter Peugeot, bah, ça va engendrer des problématiques fiscales. Bon, c'est un peu plus technique, mais je vous le recommande également pour répondre à la question d'Yasser. On partage le même prénom, donc j'aime bien déjà. Pensez-vous qu'on le fait, qu'on est matière principale? Non, pas du tout, pas du tout. Pas en L2 en tout cas, pas en L2. On est encore trop, je dirais, ça commence à devenir important à partir de la L3 et du Master 1. Surtout le Master 1. Surtout la L2, la L3, ça. Je dirais la L2, aucune importance. La L3, ça commence à en avoir. Le Master 1, indispensable. Pour répondre à ta question. Pas de problème. Donc voilà, moi je ne sais pas s'il y a encore des questions, en tout cas j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas du tout à me contacter si vous avez d'autres questions peut-être un peu plus poussées. Firat sur les rapports entre la fiscalité et le communisme, il n'y a pas de problème, tu m'appelles, on fait un cours, on fait un Zoom. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en aviez d'autres. Et surtout, je le répéterai 10 000 fois, mais l'anglais, hein, c'est vraiment. Même si vous ne souhaitez pas faire de la fiscalité internationale, peu importe, l'anglais, c'est devenu un impératif. Donc,
n'hésitez pas également à mettre un peu plus de travail dessus et vous concentrer également sur vos… Je ne sais pas si vous avez eu vos galops d'essai ou pas encore, je ne sais pas du tout, mais le temps passe très vite, hein. Là, on est déjà mi-avril. Après-demain, c'est les vacances d'été, donc faites-moi plaisir et donnez tout pour vos partiels. Peut-être que si vous avez un email à laisser peut-être dans le chat si les étudiants voudraient vous contacter. Alors, je vous écris ça. Alors. Donc, voilà, ça c'est mon adresse personnelle, donc n'hésitez pas avec si vous avez la moindre hésitation, la moindre question, si vous hésitez entre plusieurs formations, plusieurs masters en droit fiscal, si vous hésitez entre tel et tel stage ou si vous cherchez un stage, savoir quelle structure sera le mieux, si je peux vous aider sur ça, il n'y a pas de problème, je vous guiderai sur tout ça. OK? En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Karami. Je vous en prie. Merci aux étudiants. Et la vidéo, du coup, a été enregistrée. Vous pouvez la retrouver sur le site de la CID. Et il y a encore d'autres métiers qui vont vous être présentés. Super, super. N'hésitez pas à regarder aussi les autres métiers. Ça sera top. Je vais vous mettre les horaires dans le chat. Et puis voilà, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup et bon courage à tous, hein. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.